Vivre au Moyen Âge, le château fort, l'évolution de l'architecture. Suite à la dislocation de l'Empire romain, comme les tribus barbares étaient nombreuses et belliqueuses, il a fallu s'organiser pour se défendre et exploiter la terre. Les seigneurs, pour afficher leur puissance, mais aussi pour se protéger et s'organiser en avant-poste, se retranchent derrière des châteaux fortifiés de plus en plus élaborés. Au 7e siècle, il n'existe pas de château à proprement parler. Les villages ou certaines grandes fermes sont juste entourés par une palissade de bois rudimentaire précédée d'un fossé. Mais en aucun cas cette enceinte ne pouvait résister à un assaut d'envergure. À la fin du Xe siècle apparaissent les mottes féodales. Au pied d'une éminence, un fossé est creusé. Il précède un talus surmonté d'une palissade de bois et l'ensemble constitue une première ligne de défense. Au sommet, le donjon, tour de bois, carré et la chemise, autre palissade, forment l'ultime réduit défensif. Le donjon sert également de résidence au seigneur et à sa famille qui sont protégés par la garnison. Parfois, le plan est plus compliqué, des mottes secondaires peuvent renforcer la défense de la palissade. Cependant, il est important de noter que les châteaux forts ne suivent aucun plan type, chacun est unique, composant avec les contraintes du relief, les limites budgétaires et l'urgence de la guerre. À partir du XIe siècle, la pierre est de plus en plus fréquemment utilisée. Alors naissent les premiers châteaux véritables, souvent en lieu et place de mottes féodales. Durant tout le XIe siècle, les fortifications sont renforcées et améliorées. Les enceintes sont maintenant d'épais murs de pierre, les courtines percées de meurtrières et surmontées de chemins de ronde. Les mâchicoulis et les tours d'angle permettent une meilleure défense des murs en cas d'attaque rapprochée. Deux enceintes délimitent des cours dans lesquelles la population locale peut se réfugier. Cependant, lors des hostilités, si les vivres viennent à manquer, ceux qui ne combattent pas ou ne se rendent pas totalement utiles seront chassés sans scrupule, afin que ni la garnison ni la famille seigneuriale ne soient exposés à d'éventuelles trahisons. Le donjon reste la seule enceinte strictement réservée. Les seigneurs s'efforcent de préserver des réserves de céréales, des prés pour le bétail et les chevaux, des puits et du bois pour le combustible. Des écuries sont aménagées dans les cours pour les animaux. En cas d'attaque et de siège, un château bien organisé pouvait ainsi résister pendant des mois, restant quasiment imprenable sauf par la ruse ou par l'empoisonnement de l'eau potable. Au XIIe siècle, des modifications importantes sont ajoutées à cet arsenal défensif. Les courtines sont placées sur des talus séparés du corps du château par de profonds fossés. Sur les côtés défendus par un escarpement naturel, les murs suffisent à repousser les attaquants, mais ailleurs, les fossés sont remplis d'eau et servent de temps en temps de paix pour la pêche et la chasse du gibier d'eau. De longues archères aux formes étudiées viennent remplacer les simples meurtrières, offrant aux tireurs une position de tir souvent meilleure et un angle bien plus large. Des herses très lourdes, fortes grilles immobiles coulissant verticalement et aux barreaux terminés par des pointes. La grille est en bois, elle est donc fréquemment renforcée par des sabots de fer résistants aux incendies. Pour manœuvrer la herse, on utilise des treuils et des chaînes situées dans une chambre haute au-dessus de la porte, ainsi que des portes massives et des pont-levis permettent de fermer efficacement le château durant la nuit. Beaucoup de renseignements contenus dans cette page sont tirés de À l'assaut d'un château fort. Le château est conçu pour être totalement autonome en cas de guerre. Il abrite donc des locaux pouvant servir à tous les métiers, à toutes les tâches. Du tailleur de pierre au médecin, en passant par le forgeron ou le meunier, chacun trouvera sa place et les instruments nécessaires à l'exercice de son art. Mieux un château est équipé, plus il a de chances de résister en cas de siège ou d'attaque violente. L'équipement intérieur était donc un bon moyen de connaître l'état des richesses d'un seigneur. C'est à partir du XIIIe siècle, essentiellement, que le château devient un lieu de résidence. Les appartements seigneuriaux s'ouvrent sur les cours, deviennent plus confortables et mieux meublés. Donc on a l'armurerie qui sert d'entrepôt et loge également l'atelier du forgeron. On pouvait y trouver des épées longues, des haches, des cottes de mailles, des armures de cuir, des boucliers, mais aussi de l'huile ou des projectiles pour les balistes. L'assommoir, c'est un orifice percé au-dessus de l'entrée. Il permet de pilonner l'adversaire, d'éteindre un incendie et aussi de crier des ordres sans avoir à se déplacer. Les bretèches. À partir du XIIe siècle, les dispositifs permettant de projeter de l'huile bouillante ou de la poix sur des assaillants sont mis en place. Il s'agit de logettes en saillie disposées sur la façade des murs d'enceinte. Les courtines sont des enceintes épaisses en pierre.
Elles sont percées de meurtrières et surmontées de chemins de ronde. Le donjon est une haute tour carrée ou ronde de bois puis de pierre selon l'époque. Il sert de dernier abri en cas d'attaque, c'est pourquoi il est particulièrement défensif. Il est aussi suffisamment grand pour pouvoir abriter des soldats, la famille du seigneur et quelques autres familles. Les habitations sont réservées au seigneur et à sa famille. Elles se répartissent entre les appartements de l'épouse, du mari, la chambre matrimoniale avec un réduit pour les servantes, un dortoir pour les enfants en bas âge, ainsi que des pièces pour les demoiselles du seigneur. Les remparts et le mur de fortification sont faits de pierres imbriquées les unes dans les autres, en quinconce, de manière à résister au mieux aux dégâts infligés par les projectiles. Ils sont parcourus par un chemin de ronde, du haut duquel veillent les sentinelles. Et les tours d'angle, souvent en avant des murailles, permettent une meilleure défense des murs en cas d'attaque. Donc en synthèse, les châteaux forts apparaissent au Xe siècle. Ils sont construits d'abord en bois puis en pierre par des seigneurs qui désirent se protéger mais aussi afficher leur puissance. La population locale peut ainsi se mettre sous la protection du seigneur dont elle devient dépendante. Elle se réfugie alors dans la basse-cour le plus souvent mais peut être expulsée si les vivres viennent à manquer en cas de siège. Seul le donjon est réservé au seigneur, à sa famille et à la garnison où on amasse vivres, eau et bois pour résister en cas de siège. Les châteaux forts sont ainsi quasiment imprenables, sauf par la ruse ou par l'empoisonnement de l'eau potable, car ils protègent grâce aux courtines, épais murs de pierre, ou grâce aux trois éléments qui permettent de fermer efficacement la nuit. La herse, grille mobile, la porte et le pont-levis. Enfin, le château fort est conçu pour se défendre efficacement. Il compte une armurée qui sert d'entrepôt d'armes. Au-dessus de son entrée, il est percé d'un orifice appelé assommoir qui permet de pilonner l'adversaire ou d'éteindre un incendie. Sur la façade des murs de la courtine, les bretèches permettent de projeter de l'huile ou de la poix bouillante sur l'adversaire.